Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, le premier de cette année 2023. Nous sommes donc le jeudi 5 janvier et je suis, comme l'année dernière et même l'année d'avant, avec Charles Gave. On en a fait combien de délits d'opinion? J'ai aucune idée. Écoutez, ce serait intéressant. Je pense qu'on a dû en faire bien 80, j'imagine, au moins. Ah oui, ça me blague. C'est beaucoup, hein? Je pense, oui, à raison d'un par semaine, avec les vacances... 35-40 par an. Oui, c'est ça. On a commencé à être dans les 70-80. Oui, je pense. C'est étonnant. Et donc, lors du dernier délit d'opinion, nous avions fait une rétrospective de 2022. Oui. Et donc, maintenant que nous entrons en 2023, j'aimerais faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire pas faire des prévisions de Madame Irma, mais essayer de voir ce qui pourra être, en tout cas, ce que pourront être les sujets intéressants lors de cette année. L'année dernière, évidemment, je pense que les deux grandes actualités, surtout en France, c'était d'une part les élections, alors d'une part présidentielle et ensuite législatives, et puis il y a évidemment cette guerre en Ukraine, oui, qui continue encore aujourd'hui, et donc qui va, je pense, nous animer encore lors de cette année. Je voudrais discuter aussi un petit peu dernièrement, rapidement, de la mort de Benoît XVI, de l'ancien pape Benoît XVI, un pape que je n'ai pas beaucoup connu d'ailleurs. Et puis nous allons discuter évidemment aussi de tout ce qui est crise énergétique, les factures d'électricité, tout ça, notamment pour les entreprises. Voilà quel sujet nous allons évoquer aujourd'hui. Donc, on sent en 2023, enfin je me souviens quand on était en janvier 2022, on pouvait voir ce qui allait se passer, déjà parce que les élections présidentielles, c'est pas une surprise, hein, oui, on sait que ça va se dérouler, il y a une campagne, on sait ce qui se passe. Là, cette année, en tout cas politiquement et électoralement, ça va être un petit peu vide. D'ailleurs, nous avions même en 2022 des élections ailleurs qu'en France qui pouvaient nous intéresser. Il y a eu la Suède, il y a eu l'Italie, voilà. Et puis... les États-Unis. Les États-Unis, évidemment, avec les midterms. Et puis, cette année, je crois que c'est en novembre, il va y avoir des élections... législative en Espagne, ça devrait être intéressant. Enfin, à part ça, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même. C'est pas énorme. Donc, on ne sait pas vraiment trop à quoi s'attendre lors de cette année. Quelle est votre opinion là-dessus, globalement ? Eh ben, j'en ai déjà parlé à une ou deux reprises avec Berkoff ou avec Emmanuel. Pour moi, la grande nouveauté, c'est que c'est ce que j'appelle l'empire du mensonge est en train de s'écrouler. C'est-à-dire qu'on nous a bourré le mou depuis 10, 15 ou 20 ans avec des thèmes. Si vous savez, on avait fait une émission, je crois, sur le zéro intérêt, le zéro ceci, le zéro cela. Et on nous a essayé de nous expliquer qu'il y avait toute une série de problèmes et qu'il n'y avait pas de discussion à avoir parce que c'était tous des problèmes dont on connaissait la solution, qu'il s'agisse du Covid, qu'il s'agisse du réchauffement atmosphérique, qu'il s'agisse des taux d'intérêt, enfin bref. Et là, avec ça fait Elon Musk, là, de sortir tous les dossiers de Twitter et tout, on voit bien que l'empire du mensonge, c'est vraiment en train de s'écrouler. Ça, pour moi, c'est une nouvelle très importante. Ça veut dire qu'on peut recommencer à discuter des sujets importants. La discussion n'est pas automatiquement arrêtée en disant que je suis soit un crétin, soit un complotiste, soit un... Donc, l'espèce de pouvoir que ces gens s'étaient arrogé sur ce que j'appelle le logos, c'est-à-dire la parole redevient libre. Et à partir du moment où la parole redevient libre, le printemps arrive, les choses refleurissent. Donc, pour la première fois depuis très longtemps, je suis fou de bonheur, pour une raison assez simple, c'est que les ennemis de la liberté viennent de ramasser une raclée phénoménale. Donc pour moi, c'est ça la grande nouvelle de ce début d'année, c'est qu'enfin, les ennemis de la liberté sont en train de perdre. Alors effectivement, ce qu'on constate en Occident, c'est que, on va dire, la liberté de la parole, elle existe, elle est très limitée, mais enfin, elle existe, mais ce qui est surtout confisqué, c'est l'autorité de la parole. Et effectivement, avec toutes les chaînes d'infos, tous les réseaux sociaux, etc. Mais la parole ne peut pas avoir d'autorité. L'argument d'autorité, c'est toujours l'argument le plus faible dans une discussion. Donc ils ont essayé d'imposer l'argument d'autorité
en prétendant qu'eux, ils savaient, qu'ils parlaient au nom de la science, etc. Et on se rend compte qu'ils ne parlaient pas au nom de la science, ils parlaient au nom de leurs intérêts gras, de voler l'État librement. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une autorité de la parole, non pas qui se décrète, non pas qui se, voilà, mais qui se fait un petit peu de soi, c'est-à-dire que nécessairement, dans le domaine de la médecine, on va sûrement accorder beaucoup plus d'autorité à la parole des médecins, sauf que justement, ça a été un petit peu confisqué là pendant cette période. Mais on a vu que les mauvais médecins avaient le droit de parler, et les bons médecins comme Perron et Raoult, eux, ils n'avaient plus le droit de parler. Voilà. Donc, non, c'est une très bonne analyse que vous faites, c'est-à-dire que dans le fond, la parole peut exister pour convaincre dans une discussion libre, et à ce moment-là, tout est parfait, où la parole peut utiliser l'argument d'autorité, qui d'après Saint-Augustin est le seul argument qui ne peut pas être utilisé, sauf en utilisant les paroles du Christ, quoi. Mais sinon, l'argument d'autorité n'est pas recevable. Et on a pendant 10 ans, on nous a imposé cet argument d'autorité. Taisez-vous, vous n'avez pas fait médecine, ou vous n'avez pas fait de sciences, ou vous n'avez pas fait d'économie, ou vous n'avez pas fait... Et enfin, on est libéré de cet argument d'autorité. Et ça, c'est une nouvelle prodigieuse. C'est vrai qu'il y a cette notion de l'expert sur les plateaux télé. Ça, c'est assez fascinant quand même comme notion. Et effectivement, c'est quelque chose que je vois dans la société civile. Cette notion, donc qui avait quand même une autorité assez forte, est en train de tout perdre. Et écoutez, les experts dans l'organisation de la fonction publique, par exemple en France, ils ont tous fait l'ENA. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les résultats ne sont pas très bons, si. Ah oui, ça fait 50 ans qu'ils gèrent le pays, on ne va pas forcément dans la meilleure direction de... Mais non. Et pendant 50 ans, nous ont gérés en utilisant l'excuse de l'autorité. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient compétents, et que vous et moi, on n'y comprenait rien, parce qu'on... Précisément. Mais c'est eux qui sont en train de se faire ratatiner. C'est pour ça, par exemple, ça m'est déjà arrivé de me parler de ce genre de choses avec mes parents. Moi, ils me disent, si tu veux faire de la politique plus tard, faut absolument que tu fasses l'ENA, etc. Jamais de la vie. Moi, je me dis, justement, je pense que il va y avoir, et ça a déjà commencé depuis quelques temps, mais il va y avoir encore plus dans les prochaines années, un discrédit intégral, justement, de toute personne qui va sortir de ce genre d'école à étiquette, de Sciences Po, ENA, machin, encore plus pour l'ENA d'ailleurs, parce que en fait justement ce sera une classe de pseudo-élite qui aura menti sur tout, qui se sera trompé sur tout, et avec son argument d'autorité. Pour être une pseudo-élite. Oui. C'est-à-dire qu'on a formé littéralement pour leur apprendre à mentir, parce que je reviens encore une fois, c'est que pendant très longtemps l'élite française au niveau le plus élevé était scientifique, c'est-à-dire c'était des gars qui avaient fait en Polytechnique, dans Malsup, et qui étaient corps des mines, enfin qui étaient à un niveau très élevé de connaissances scientifiques. On a remplacé cette connaissance scientifique par une connaissance des mécanismes administratifs, mais ça n'a aucune valeur. Bien sûr, c'est normal qu'il y ait plein de gens dans l'administration qui connaissent tous ces rouages, sauf que ça doit pas être... C'est pas comme ça qu'on les sélectionne. Celui qui a la meilleure mémoire et qui connaît le mieux les rouages, je vois pas ce qu'il a. Qu'est-ce que vous voulez, il va jamais rien réformer puisqu'il connaît bien les rouages. Oui, non, mais voilà, déjà d'une part, et d'autre part, il doit pas être élu à la magistrature suprême. C'est-à-dire, ça doit être un conseiller de je ne sais quel échelon, mais ça doit être du niveau technique. C'est-à-dire qu'ils doivent permettre justement la mise en place de réformes par des gens qui ont pas forcément une mémoire de cheval, mais enfin qui ont quelques bonnes idées et qui sont là-haut et qui demandent, parce que eux ils savent pas forcément faire et qui demandent à leur administration de faire. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le retour de la discussion, le retour de la disputatio latine, c'est-à-dire où on se met ensemble et on discute, on n'est pas d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on méprise l'autre, qu'on va imposer ses vues. Peut-être dans une discussion, comme celle qu'on propose par l'intermédiaire, de temps en temps les gens sont pas d'accord, mais peut-être ils ont l'impression qu'ils apprennent quelque chose et que ça leur fera changer d'avis d'ici quelques temps, une fois qu'ils l'auront digéré. Donc moi, quand je lis, quand j'écoute, je ne présuppose jamais, je ne préjuge jamais l'effet que ça va avoir sur moi, peut-être un an après. Parce que ces choses-là, une nouvelle idée met du temps à mûrir. Donc s'imaginer qu'on va tout changer parce que quelqu'un aura une nouvelle idée, non, il faut que je l'accepte, que je la range dans mes autres idées pour voir comment elle se range. Donc admettre une nouvelle idée, c'est un processus long. C'est un processus long et je trouve que c'est un processus en plus
excellent pour le cerveau, pour la pensée, parce que moi, mais ça prend du temps et c'est difficile et c'est douloureux. Justement, quand je lis ou quand je regarde certains créateurs de contenu qui disent des choses que je sais déjà, avec lesquelles je suis déjà d'accord, bah, au fond, ça m'ennuie un peu quelque part. Je me dis, j'ai pas plus réfléchi là qu'avant. Il m'a rien appris de nouveau. Et c'est là où c'est pour ça que il faut laisser son esprit libre de s'organiser comme il le souhaite. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles du monde, c'est de laisser son esprit libre parce qu'on veut le contraindre. Mmh. Non, mais bien sûr, la chose la plus difficile à faire, je pense que c'est penser contre soi-même, parce qu'on a évidemment ces présupposés, que c'est très difficile de revenir dessus. C'est très dur. Donc, le temps de penser contre soi-même est revenu, parce que la seule chose qu'on pouvait faire depuis 10 ans, c'était se battre contre ces corneaux. Donc on ne pouvait pas penser à soi-même, on était tellement obligé de se battre contre tout le temps que du coup peut-être la pensée s'est appauvrie pendant cette période, mais c'est pas pour ça qu'il faut, maintenant on va pouvoir recommencer à penser. Pour moi c'est ça la grande nouvelle de 2023. Ce qui me rend très optimiste pour l'avenir, mais ça ne veut pas dire pour l'avenir financier à court terme. Je veux dire par là, il y a eu tellement de faux prix, de fausses manœuvres, de fausses valeurs, etc. qui ont été créées pendant toute cette période par ces imbéciles, que il va falloir corriger tout ça, et là ça va être dur, hein. C'est un peu comme quand la France s'est retrouvée seule face à elle-même en 1945. Bon, il fallait rebâtir, mais les premiers, ça n'a pas été toujours gai, mais ça fait rien. Il y avait la lumière au bout du tunnel. Mais justement, moi, c'est quelque chose qui me réjouit plutôt, justement parce que je suis né dans une époque où il n'y avait pas énormément d'opportunités, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé, moi, connaître les années de Gaulle, pouvoir trouver un travail hyper facilement, ce genre de choses. Enfin, c'était des années d'espérance quand même. Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus de confort technique, etc. Mais enfin, on manque quand même, je trouve, de sens, on manque de tout ça. Mais on vous a pas appris l'histoire, on vous a pas appris la philosophie, on vous a pas appris à réfléchir par vous-même. Donc, c'est évidemment que c'est... Mais en même temps, maintenant, vous en avez la possibilité. Vous êtes... En quelque sorte, si on n'est plus obligé de se battre contre le mensonge, on va pouvoir chercher la vérité un peu. Il y a une actualité récente qui m'a un peu intéressé, surtout que c'est un personnage que je connais assez peu, puisque il s'agit de Benoît XVI, puisqu'il a quitté ses fonctions de pape en 2012, et que moi en 2012 j'avais 12 ans, donc forcément j'ai pas beaucoup connu ce pape, qu'en plus il a pas été pape non plus hyper longtemps, il a été pendant 7 ans, donc rien que là le pape François a déjà dépassé la longueur. Il ne voulait pas, ce que d'ailleurs je peux lui reprocher partiellement, parce que normalement être pape c'est un fardeau, on n'a pas envie d'être pape en principe. Il se sentait peut-être incapable, c'est-à-dire que sa carrière, ça s'est beaucoup fait dans l'ombre et avec Jean-Paul II. Et Jean-Paul II était un géant de l'humanité, donc il a servi, probablement quand Jean-Paul II avait des problèmes théologiques, etc., il allait discuter avec Benoît XVI pour savoir ce qu'il fallait en penser, parce que c'était quand même un remarquable théologien, un remarquable philosophe. Et puis, c'est comme si... si vous voulez, c'est difficile quand vous avez été le numéro 2 et que vous étiez fait pour être numéro 2 d'un pape comme Jean-Paul II, que vous soyez choisi pour être le numéro 1. Vous n'êtes pas fait pour être numéro 1. Donc je sais qu'il a essayé de réformer des choses à Rome, et que ça a été très dur, et il y a eu toute une partie de son entourage, on a même tué des personnes qui lui étaient très chères, etc. Donc c'est pas à moi de juger, mais il s'est peut-être pas senti la force, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais je peux comprendre tout à fait. Il s'est pas senti la force, et ça n'a pas dû être facile pour lui, mais en tout cas, son discours à Ratisbonne là était
C'était un grand moment de la pensée, parce qu'il a bien expliqué au monde musulman quelle est la différence entre une religion libre et une religion qui ne l'est pas. Et donc, on lui a beaucoup reproché d'ailleurs, mais je sais pas, c'est... Quand il a été élu, j'ai eu une phrase que j'avais écrite à l'époque, d'ailleurs, qu'on a retrouvée. J'avais dit c'est bien, ça prouve que Dieu a pardonné à l'Allemagne. Et je crois que c'est un peu ça. Ouais, peut-être, ouais. C'était une façon pour l'Église de dire qu'elle avait pardonné à l'Allemagne et qu'il y avait des choses à se faire pardonner pendant ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr, ouais. Mais par ailleurs, il y a eu des articles de presse qui sont parus quelques heures après sa mort, qui parlaient d'un possible passé nazi de Benoît XVI, qui évidemment... Ça, c'est une connerie incroyable, c'est que tous les gars pendant la guerre, tous les enfants de 13-14 ans, ils étaient inscrits dans les jeunesses hitlériennes. C'est ça, ils étaient obligés. Par ailleurs, il avait des parents qui, en bons catholiques, étaient opposés à Hitler. C'est à peu près la seule église chrétienne qui s'est opposée à Hitler, l'église catholique. Hein. Oui, tout à fait. Avec Pie XII, etc., ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher les dégâts. Ce qui n'a pas empêché, après ça, le KGB de faire le vicaire du Christ ou je sais pas quoi, une pièce de théâtre où on accusait Pie XII d'avoir été complice avec les nazis, ce qui est une saloperie incroyable. Mais donc il faut... C'était peut-être aussi difficile d'ailleurs pour Benoît XVI d'être pape puisqu'il était allemand. Il portait quand même une partie de ce fardeau sur lui, quoi. Mais en ce moment, sans vouloir parler de choses et d'autres, mais en ce moment, l'Église allemande catholique est en train de péter les plombs complètement et d'aller vers le wokisme le plus absolu, quoi. Donc, il serait temps que les catholiques allemands retournent à leurs racines parce qu'ils sont en train de perdre les plombs, de péter les plombs. Oui, bah c'est vrai que j'ai cette impression que la période de pape de Benoît XVI a été une sorte de continuité de celle de Jean-Paul II, en fait, que Benoît XVI avait comme principal devoir, selon lui, de continuer l'œuvre de Jean-Paul II, et que ensuite on a eu vraiment une fracture avec le pape François, qui d'ailleurs était le principal opposant en fait à Benoît XVI lors de son élection en 2005. Parce qu'il y avait toute une série de gens qui, dans l'Église, toute l'Église d'Amérique latine, etc., voulaient mettre un pape politique plus en accord avec le monde. Tout à fait. Et j'aime progressiste, et j'ai jamais compris. Donc il y avait eu une espèce de camarilla qui s'était montée pour essayer de faire monter François avant, mais j'ai jamais compris comment un religieux, un cardinal, pouvait voter pour un jésuite. Puisque le jésuite fait, ce qui a d'ailleurs une honte à mon avis, un vœu de permine cadaver, c'est-à-dire d'obéir jusqu'au cadavre au pape. Donc je ne vois pas comment un jésuite peut être pape. Puisqu'il ne peut pas faire... Il peut pas obéir au pape s'il est pape. Si c'est lui le pape. C'est pas ça, il ne peut pas... Donc... Déjà, j'ai toujours trouvé les jésuites, cette façon d'obéir au pape, c'était un peu, quoi que dise le chef, je le ferai. Ça n'a pas laissé que des bons souvenirs, cette idée. Oui, bah justement, pas en Allemagne, oui, c'est sûr. Quoi que dise le chef, je le ferai, ben non. C'est justement là où vient le libre arbitre, là, c'est la réponse est non. Donc j'ai toujours eu des gros problèmes avec les jésuites. Oui, non, c'est vrai, c'est pas une mentalité que j'aime beaucoup de suivre le chef parce que c'est le chef. Non, c'est quelque chose qui... Voilà. Bon. C'est vrai. Nous allons passer au sujet suivant, l'Ukraine. Alors l'Ukraine, ça bouge pas beaucoup depuis quelques semaines. On se demande d'ailleurs si ça va bouger dans les prochaines. On voit Zelensky qui est un petit peu plus offensif qu'avant, qui essaye Mais le chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui vise vient de dire qu'en aucun cas la Russie ne pouvait perdre cette guerre. Alors c'est un peu gênant, parce que si l'Ukrainien dit ça, exactement pourquoi on en continue?
Pourquoi continuer à les armer? C'est effectivement un petit peu étrange. S'il n'y a pas moyen d'arrêter, si c'est un statu quo, qu'on peut rien faire, bon, il faut que la diplomatie se mette au boulot et arrête le coup, quoi. C'est ça, là, à ce moment-là, oui, c'est plus une affaire diplomatique que militaire. Bah, si on ne réussit pas, ou bien il y en a un des deux qui gagne militairement et la question est réglée, ou bien pour des raisons X, Y ou Z, aucun des deux n'y arrive, ben à ce moment-là, il faut les aider à se sortir de la trappe, quoi. Mmh. Mais alors, parce que nous, on ne peut pas continuer à donner 20, 30, 40 milliards d'euros par an à l'Ukraine, alors que toutes nos sociétés sont en train de sauter parce que l'électricité, il n'y en a plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de fou, quoi. Bah, c'est-à-dire, effectivement, il faut avoir en tête une porte de sortie parce qu'on ne va pas financer le conflit pendant 15 ans, quoi, c'est sûr. C'est pas raisonnable. Donc, ce que semble vouloir faire Zelensky, c'est aller le plus vite possible, en quelque sorte. Et, c'est-à-dire, en fait, je pense, viser le territoire russe et, en fait, demander le plus d'argent possible, le plus de moyens possible pour escalader dans la violence et faire en sorte que les Russes partent d'eux-mêmes. Enfin, je sais pas si c'est... Ça me paraît pas bien raisonnable, parce que les Russes vont pas quitter les territoires où il y a des Russes, et qui ont été introduits maintenant constitutionnellement dans la Fédération Russie. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le Donbass et le Donetsk font partie de la Russie. Oui, en tout cas, du point de vue russe, oui. Du point de vue russe, donc... Et quiconque maintenant dirait qu'il n'en fait pas partie, en Russie, il est liquidé en 2 minutes. Donc, si vous voulez, je crois que... on va voir, mais... et je vois aujourd'hui... les États-Unis ont donné à l'Ukraine en armement plus que le budget annuel de la défense russe. C'est-à-dire qu'on donne... Et ce qui est très extraordinaire, c'est que le gouvernement ukrainien a mis sur le net un catalogue de 1000 pages des armes que les pays étrangers peuvent acheter en Ukraine, qui sont toutes les armes qu'on leur a filées à l'œil. D'accord. Donc on leur file plein d'armes, et vous les retrouvez en Afrique, vous les retrouvez dans la Seine-Saint-Denis, on commence à retrouver des tas d'armes qu'on a vendues, qu'on a données à l'Ukraine, et qu'ils vendent. Ils ont un catalogue de 1000 pages dans lequel vous pouvez faire votre petit marché, quoi. Mais il faut vraiment avoir aucune vergogne, comme on dit en italien, quoi. C'est, enfin, de vendre des armes, et ils les vendent très bien, mais qu'est-ce qu'ils font du fric? À qui ça va? Où ça part? Il serait peut-être temps aussi de commencer à faire une petite... faire une petite analyse de l'argent et des armes qu'on a donné à les Zelensky, à qui c'est allé, comment c'est allé, etc. Parce que l'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus qui soit, quoi. Donc si c'est pour aller dans des comptes de M. Zelensky ici ou là, je vois pas pourquoi on continue à lui donner des armes. Effectivement, c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir contrôler effectivement comment sont utilisés tous nos équipements, puisque il paraît que dans les canons qu'on leur a fournis, là, il y en aura fourni je sais plus, 3 ou 4, les nouveaux canons César, je crois qu'ils s'appellent. Les canons César. Oui. C'était il y a quelques mois. Ouais, il y a quelques mois. 3 jours après, le canon était vendu aux Russes pour que il y en a des canons qui étaient vendus aux Russes pour qu'ils puissent le démonter et voir comment c'était fait, quoi. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, il y a un côté gênant, quoi. Effectivement. Après, j'ai une impression aussi que il y a de plus en plus, on en a déjà un petit peu parlé, il y a de plus en plus de désaccords entre Zelensky et les Occidentaux, c'est-à-dire que notamment tout ce qui est touché au territoire russe, touché à la Crimée, nous, a priori, on n'est pas trop pour. On a envie quand même de garder le conflit à un certain niveau. Il y a quelque chose qui s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, j'ai entendu, vous savez, ce Suisse qui était à l'OTAN, qui était un des chefs des services secrets suisses, comment il s'appelle Ça me dit quelque chose. Oui, voyez, ben ouais. Alors, il a dit quelque chose qui m'a laissé stupéfait, que j'ai pas vérifié, mais qu'il faudrait vérifier. C'est que le mur de Berlin est tombé, donc, l'Union soviétique s'est écroulée en 91-92. À ce moment-là, la Crimée a demandé son indépendance, a organisé un référendum,
les gens ont voté pour le référendum, et le référendum, c'était de relier la Crimée à la Russie. Et puis, en 93-94, la Russie s'est écroulée, etc. Et l'Ukraine a été un petit peu indépendante, et elle a envoyé ses forces spéciales pour reprendre la Crimée. Qui ont envahi la Crimée, qui ont repris les forces spéciales. Alors qu'il y avait eu un vote demandant le contraire. Personne n'a rien dit. Et puis il y a eu le deuxième vote, donc en la Crimée, quand il y a eu le Maïdan, là, où la Crimée s'est séparée. Donc il faudrait que je me renseigne quand même, est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que la Crimée avait demandé dès 91-92 et avait été quasiment autonome ou indépendante après la chute de l'Union soviétique, et puis que c'est militairement que l'Ukraine en a repris le contact contre la volonté des Ukrainiens. Ouais. Parce que ce serait quand même quelque chose qu'il faudrait savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce que si l'histoire est vraie, c'est quand même un truc gigantesque, parce que ça veut dire que les Ukrainiens, c'est eux qui ont commencé en envahissant la Crimée, qui voulaient rester dépendantes de Moscou, quoi. C'est... Ouais, faudrait que je vérifie cette information, effectivement. Ça change tout, je trouve. C'est vrai que ça change tout pour la Crimée, oui, c'est sûr. En termes ça change surtout sur l'agression de la Crimée, alors qu'ils avaient demandé leur autonomie et leur indépendance, et que les Ukrainiens n'aient rien du tout, on rentre dedans, on reprend le truc. Ouais. Quelle est la différence entre la Crimée qui rentre en Ukraine et la Russie qui rentre dans le Donbass et le Donetsk? Je veux dire, c'est pareil. Oui, c'est la même chose. Donc ils ne peuvent pas monter sur le grand cheval en disant que c'est des grands chevaliers blancs, c'est du pipeau. Non, mais si vous vouliez renseigner, j'aimerais bien que vous me disiez un jour si c'est vrai ou pas cette histoire. Parce que quand j'ai entendu le gars, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tout le monde devrait parler que de ça. Faut absolument que j'y pense, que je vérifie pour la prochaine émission. Faudra absolument que j'y pense. Ce serait effectivement intéressant. C'est vrai qu'il y avait eu toute une série de référendums d'appartenance nationale dans ces années-là, en 91-92. Effectivement, je n'ai plus en tête le résultat de la Crimée. Donc ce serait tout à fait intéressant, en effet. Ça, si vous pouviez m'enseigner, ça me ferait plaisir, parce que moi, j'ai écouté ça, il m'avait l'air sérieux, Stan. Et je me suis dit, mais on ne devrait parler que de ça. Jacques Beau, c'est ça? Jacques Beau. Voilà, ça m'est revenu, d'un coup. Jacques Beau. D'accord. Et comment est-ce que vous pouvez voir, anticiper le futur des combats? Est-ce que les combats vont reprendre en hiver, ou est-ce que justement l'hiver gèle les combats? Non, les combats, si vous regardez la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où on s'est mis sur le gueule parce que le sol est gelé. Donc c'est là où, à moins qu'il fasse moins 40, moins 50, à ce moment-là, les tanks n'avancent plus. Mais s'il fait moins 10, c'est là où on se met sur la gueule avec beaucoup de... Donc logiquement, et peut-être les Russes attendent le Noël russe. Logiquement, les opérations devraient reprendre dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, quoi. Mais fortement, quoi. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais ce qu'il y a de certain, c'est que, en tout cas, là, les Russes, ils ont mis le paquet en tant qu'hommes, puisqu'en plus, ils vont faire monter leur armée à 1,5 million de gens. Donc ils sont en train de s'armer puissamment. Mais il y a aussi une autre nouvelle qui est sortie, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui m'a laissé très, très incertain, c'est que la Russie a fait une espèce de deal avec la Syrie et la Turquie pour que tout le monde sorte de Syrie. C'est-à-dire que s'ils réussissent leur coup, les seules troupes qui resteront en Syrie, ce seraient des troupes américaines qui n'ont aucune raison d'être là. Ouais. Donc, si la Syrie réussit à pacifier la situation entre les Kurdes et les Turcs, avec l'aide de la Syrie, ça veut dire que les Américains sont virés de tout le Moyen-Orient. Oui, c'est tout ce qu'on appelait autrefois le Proche-Orient. On l'avait un petit peu évoqué. C'est fini, ça veut dire qu'ils ont, si vous voulez, ils n'ont plus de base en Syrie, ils n'ont plus de base en Irak, ils n'ont plus de base en Afghanistan, ils n'ont plus de base... Et à ce moment-là, vous retrouvez les puissances régionales locales, qui étaient la Turquie, la Russie et l'Iran,
qui se mettent d'accord, quoi. Et on est en train d'aller vers ça à toute allure. Donc, il me semble que les gens s'intéressent beaucoup à l'Ukraine, mais qu'il ferait beaucoup mieux de s'intéresser à ce qui se passe entre la Turquie, la Syrie, la Russie, l'Iran. Il se passe quelque chose de très très important là et personne n'en parle. C'est vrai, on en avait parlé il y a quelques semaines. C'était Erdogan qui demandait à toutes les troupes américaines de s'en aller, manu militari. En plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Trump, vers la fin de son mandat, avait donné l'ordre à ce que toutes les troupes américaines se retirent de Syrie. Et le Pentagone a désobéi. Ouais. Ils ont refusé de le faire. C'est incroyable de voir une armée refuser l'ordre de son commandant en chef. C'est incroyable. C'est complètement dingue, c'est complètement historique et on en a très très peu parlé. C'est parce que c'était une manifestation de l'État profond, quoi, qui disait non, ça c'est... C'est bien pour ça qu'ils voulaient se débarrasser de Trump à tout prix. C'est complètement dingue. Sujet suivant. Le réchauffement climatique a-t-il sauvé le gouvernement ? Non, vous voulez dire par là l'hiver doux, là. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'a pas fait le réchauffement climatique, il n'a pas été très fort à Denver ou à New York. Ah, effectivement. Alors, ça a été moyennement réchauffé, ça. Aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, globalement, c'était un truc de dingue. Et je pense qu'il y avait 40 degrés de différence entre les États-Unis et on a eu l'hypo, et ça me rappelle ce qui s'était passé il y a quelques années en Australie, où il y avait eu 3 sécheresses de suite, et tout le monde avait dit, ça y est, c'est le réchauffement atmosphérique. Donc plus personne n'avait nettoyé les rivières, ni les canaux, puisqu'il n'y avait plus d'eau. Ça ne servait à rien, puis il n'y en aurait plus jamais. Vous savez ce qu'il y a la Russe, là. Puis maintenant, ça fait 3 ans qu'ils se payent des inondations pas possibles, parce qu'ils tombent de l'eau comme pour... Mais tous les spécialistes du climat disaient non, il n'y aura plus jamais d'eau en Australie. Et puis tout le sud, le Pacifique Nord-Est est en train de se refroidir. Personne ne sait pourquoi. Donc ça fait partie des mensonges, à mon avis, ça fait partie de cet argument d'autorité. Taisez-vous, vous n'y connaissez rien. Oui, c'est vrai. Eh ben, c'est un mensonge de plus qui est en train de s'écrouler, mais il a encore des partisans ici ou là, quoi. Après, si je peux me permettre, il y a quand même, je trouve qu'il y a un terme qui est de plus en plus en train de remplacer celui de réchauffement climatique, c'est celui de dérèglement climatique. Celui-là me semble quand même plus adapté. Oui, mais d'abord, dérèglement climatique, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça veut dire qu'il y a plus de tornades, plus d'inondations, plus de... Non, pas nécessairement. Ça voudrait dire... Si on en verrait les effets dans les... Non, ce serait pas forcément des catastrophes naturelles, ce serait juste un dérèglement par rapport aux saisons, c'est-à-dire il fait moins froid en hiver, ou alors et d'un coup il va faire très froid au printemps, des choses comme ça. Oui, mais moi quand j'étais enfant, en 56, donc j'avais 13 ans, j'étais en Normandie chez ma tante, à Louviers, donc on s'est couché, c'était le 10 ou 11 février, il faisait 13, les arbres commençaient à être en fleurs, etc. Il y avait eu un hiver très doux. Et le matin, il faisait moins 27. On est passé de plus 13 à moins 27 en 24 heures. Le port de Dunkerque a été gelé. Enfin, c'était l'époque où l'abbé Pierre est sorti en disant les gens qui meurent dans la rue de froid, etc. Parce qu'en effet, c'était... Donc, si vous voulez, le dérèglement climatique, ça fait doucement rigoler, quoi. C'est pas comme si le truc était réglé, hein. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous allez n'importe où dans les Alpes, et il y a des vieux qui vous disent mettez pas une maison ou un chalet ici, parce qu'il y a 150 ans, il y a eu une coulée d'avalanche. Ouais, d'accord. Et il y a toujours un couillon qui met une maison là, et la maison est emblée parce que les dérèglements climatiques, il faut avoir oublié ce qu'était que d'être paysan. Moi, je connaissais des paysans dans ma famille, c'était toujours le désastre. Parce que d'un seul coup, vous alliez ramasser le blé, paf, il y avait un orage, et vous ne pouviez rien faire, tout était mouillé, vous étiez foutu. Donc, ce que j'essaye d'imaginer, c'est que tous ces crétins à Paris s'imaginent que le temps est gentil, qu'il est doux, etc. C'est n'importe quoi. C'est que le temps, il a toujours fait des misères à tout le monde, quoi. La Révolution française est arrivée parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de récolte, ou 3 ans, parce qu'il y avait un volcan qui avait pété dans les îles de la Sonde, il a fait froid 3 ans de suite, donc il n'y avait plus de pain, donc on est allé liquider la royauté. Ouais, donc, encore une fois, cette histoire que le climat serait quelque chose d'un long fleuve tranquille,
Non, mais arrêtez vos conneries, quoi. Bah, écoutez, c'est un point de vue intéressant. Après, c'est vrai, moi, je vois des arbres là qui vont commencer à refleurir. On est même pas à mi-janvier. C'est vrai que ça m'interpelle je un signale peu. qu'en 56, ils avaient commencé à fleurir partout et que tous les oliviers de Provence ont été tués. Et puis tous les arbres en fleurs, toute la campagne était noire, grillée. Intéressant. Donc, simplement parce que les gens ont une mémoire de poisson rouge, quoi. Oui, bah aussi, j'étais pas né. Vous n'étiez pas né, mais vous devriez lire l'histoire qu'avait écrit ce grand historien français qui était l'histoire du climat. C'était... Faut que je retrouverai le nom. Mais c'était un bouquin tout à fait intéressant. C'était l'histoire du climat dans une région, voir comment ça avait bougé au travers des siècles. Il avait été recherché tout. C'est celui, je crois, qui avait écrit à Montaillot, village occitan. Là, c'est le même. Et justement, c'était une histoire particulièrement intéressante parce que c'était complètement granulaire, c'est-à-dire la date du début des vendanges. Et on se rend compte que... Oui, que ça change tout le temps. Ça change tout le temps. D'accord. C'est ce qu'on dit en Angleterre. Si vous aimez pas le temps en ce moment, attendez 5 minutes, ça va changer. En tout cas, quelles qu'en soient les causes ou quelle que soit la manière de l'analyser, le fait est qu'on a eu une fin décembre et un début janvier très doux en ce moment. C'est vraiment très sympa. On a le radiateur dehors, quoi. C'est quand même cool. Mais par contre, ça règle pas nos problèmes d'électricité. Alors, ça règle pas le problème des factures. En tout cas, pour le chauffage, ça va, du coup, on en a moins besoin. Mais effectivement, derrière, ça ne change pas les factures d'électricité des entreprises, puisque qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, le boulanger, il doit allumer son four de la même manière. Pareil pour les restaurateurs, pareil pour le secteur de l'industrie. Et on a foutu le prix de l'électricité dépendant du prix de gaz pour les Allemands. C'était quand même un coup simple et tout d'exécution, puisque c'est à peu près, maintenant le prix de l'électricité à cause de ce truc-là est à peu près à 10 fois le prix de ce qu'elle serait si on l'avait fixé sur le prix de nos centrales électriques. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible. C'est pourquoi a-t-on accepté que le prix de l'électricité en France soit fixé en fonction des besoins d'Allemagne? Ça me dépasse complètement. Et pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté? Parce que le Portugal et l'Espagne l'ont arrêté. Déjà, pourquoi l'avoir fait dans un premier temps et pourquoi ne pas l'arrêter là immédiatement? Ça me dépasse. C'est vraiment accepter de se tirer dans le pied, quoi. Mais en plus, là, on voit très bien ce qui va se passer. C'est que c'est des milliers de TPE, de très petites entreprises, de 3, 4, 5, 6 salariés qui vont disparaître. Or, 90% des emplois dans un pays, dans tous les pays du monde, sont faits par les sociétés qui ont moins de 10 personnes. Donc ça veut dire qu'on a devant nous une misère humaine qui va exploser. Et encore une fois, c'était des commerces qui restaient dans les parties les plus pauvres de la France. Donc, c'est-à-dire que vous allez dans le Massif central et tout, il y avait toujours un boulanger dans un village. S'il n'y a plus de boulanger, qu'est-ce qui va rester? Effectivement, c'est la désertification totale. Plus de boulanger, plus d'école, qu'est-ce que vous faites? Il va falloir trouver des solutions très sérieuses et très rapides, parce que là, on a des boulangers, par exemple, qui ont leur facture d'électricité qui fait x7, x8, x9, x10. Je vous ai raconté l'histoire de mon hôtel à Val d'Isère, où l'hôtelier, je suis allé le voir, un vieux copain. Christiana, qui est quand même un très bon hôtel, qui m'a dit, écoutez, nous, notre facture d'électricité, c'était, je sais plus, 7 ou 8 000 ou un truc comme ça, et maintenant, ça va être 70 000 ou... Non, c'est le contraire. Non, c'était 70 000 et ça va passer à 600 000. D'accord. 600 000 pour l'hôtel de... D'accord, ouais, donc x9, quoi. x9, et puis, je sais pas, c'est gagné 600 000 euros par an dans l'hôtel, quoi. Bah oui, non mais c'est sûr, c'est-à-dire que... Pour payer cette facture, derrière, faut que le prix de la baguette il passe à 4 euros, ou je sais pas. Le prix de la chambre d'hôtel, en l'occurrence, c'est un hôtel, mais les gens vont pas payer 500 euros la nuit, j'en sais rien. Bah oui, c'est clair, oui, c'est sûr. Donc, encore une fois, c'est la preuve que quand ces technocrates touchent à un prix, le bloc, le bidule, le matouille, le magouille, etc., eh ben, ça fait des désastres. Ils ont touché les taux d'intérêt, ça fait des désastres. Ils ont touché le prix de l'électricité, ça fait des désastres. Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'il ne faut pas toucher à un système de prix? C'est très compliqué.
Et très franchement, ils ont eu aussi, je pense, un peu peur du point de vue des coupures d'électricité, puisque on en parlait, ça n'avait rien de complotiste, je le rappelle, puisque des membres du gouvernement eux-mêmes parlaient de cette éventualité. Sauf que donc là, le temps en décembre et en janvier, le temps était très doux et on a eu le temps aussi de remettre en marche certains réacteurs nucléaires. Donc maintenant, on en a 42 qui sont en activité sur 56. Ça devrait nous permettre, a priori, de passer les mois qui viennent. Semaines, de passer les mois. Ouais. Oui, mais je ne sais pas si vous vous souvenez cette fameuse histoire du bouclier énergétique qui allait protéger les... Bouclier tarifaire. Ouais. Le bouclier tarifaire. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a assez peu de boucliers tarifaires pour les boulangers ou pour les... Bah, moi, c'est la question que je me pose. C'est est-ce que vous allez faire est-ce qu'on va encore s'endetter de je ne sais combien de milliards pour protéger... Mais pourquoi on ne peut pas simplement sauter cette règle imbécile et qu'on met le prix du kilowattheure à 100 plutôt qu'à 600 ou à 700. C'est une histoire de fou. Non, mais c'est pour ça, j'ai l'impression qu'ils essayent un peu de gagner du temps. Je cite un article du Figaro qui lui-même cite Emmanuel Macron. Dès maintenant, ce qu'on va demander aux fournisseurs d'énergie, c'est de revenir vers les artisans et TPE ayant accepté des contrats avec des tarifs situés au-dessus des prix de référence fixés par la Commission de régulation de l'énergie en fin d'année, afin de les renégocier, a détaillé Emmanuel Macron. Sur les 3 prochains trimestres, quand je regarde les prix d'aujourd'hui, c'est 220 € le mégawattheure, a-t-il ajouté. Les contrats au-dessus de ces prix de référence seront renégociés en janvier et nous allons demander aux fournisseurs de les renégocier, a ajouté le chef de l'État. Donc, bon, peut-être que la situation va globalement s'améliorer après la renégociation des contrats, mais enfin, on devrait même pas avoir à les renégocier, on devrait juste les refaire avec les tarifs à la française, en fait. En sortant de ces tarifs imbéciles que nous a imposé l'Allemagne. Et là, encore une fois, il n'y a que 2 possibilités, si vous voulez. Soit M. Macron pense qu'avoir un prix européen de l'énergie, c'est plus important que le sort de 10 000 boulangeries en France, ce qui est possible. Enfin, 10 000, plus que ça, même. Ouais, enfin, pas de tout le petit commerce, les petits restaurants, etc. Bon, ça, c'est possible. Ça prouve simplement que il est encore plus fou que je ne le pensais. Ou bien alors, c'est que les Allemands ont des façons de nous forcer à faire des choses qu'on ne sait pas. Oui, là, ça m'intéresserait de savoir, franchement. Ça m'intéresserait de savoir, parce que pour faire une connerie comme ça, il faut vraiment qu'ils aient des choses sur Macron vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il n'y a que 2 possibilités maintenant. Si vous en connaissez une 3e, faites-le moi savoir. Hein. Moi, je suis persuadé qu'Emmanuel Macron est juste suffisamment dogmatique sur son européisme pour juste forcer la règle et dire la règle c'est la règle, donc on la change pas et par principe. Je pense qu'il en est à ce niveau. Il en est capable, c'est pas impossible. Je veux dire qu'il est fou comme un lapin, quoi. Oui, bon, ça m'étonnerait pas. Je pense que c'est vraiment dans la continuité de son mandat précédent. Enfin bon, ça m'étonnerait pas tant que ça. Mais c'est quand même une situation de dingue, puisque en France, on a quand même cette merveille de la civilisation qui est l'énergie nucléaire, quoi. Et qu'on a tout fait pour fermer. Sous les ordres de Macron, d'ailleurs. Oui. Parce que c'est lui qui était à la commande pour fermer l'industrie nucléaire française, même à l'époque de Hollande. Et oui, et même si on la fermait pas, on faisait tout pour pas l'entretenir, ce qui faisait qu'on avait les problèmes en début de... Donc, si vous voulez, on se retrouve justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça que j'appelle c'est la fin du mensonge, c'est que tous les mensonges, ils finissent toujours par se heurter à la réalité. Et c'est là où, en général, la civilisation du mensonge s'écroule. Et là, on voit bien que dans tous les domaines, le Covid, l'électricité, la guerre avec l'Ukraine, etc., tous les mensonges sont en train de sauter les uns après les autres et ils se retrouvent face à la réalité. Et ça, ils savent pas faire. Mais justement, c'est peut-être la seule bonne partie de cette crise énergétique, c'est que on se rend compte... Ah ben ça, on a vu la compétence des gens. Hein, on a vu l'incompétence des gens. On se rend compte quand même de l'importance du nucléaire. C'est ce que dit le Floch Prigent, c'est ce que dit Poroglio, qui doivent savoir de quoi il parle. Oui, en effet, on l'a vu, on le voit, et la façon dont ils ont géré tout ça est en dessous du... Et là, il y a un rapport qui vient sortir de l'Inspection Générale de la Santé pour montrer que la façon dont ils ont traité le Covid pendant la première année, c'était n'importe quoi. Donc, les propres agences de vérification de la façon dont l'industrie fonctionne, l'administration fonctionne, qu'il s'agisse de la santé, de l'énergie, sont en train de dire on a été gouverné par des guignols. C'est quand même gênant, non ?
C'est extrêmement gênant pour le gouvernement. Malheureusement, ils n'ont aucun esprit de responsabilité, donc ce sera toujours non mais c'est pas moi, je faisais que suivre les ordres de toute manière. On revient un petit peu sur le sujet qu'on évoquait précédemment. Donc malheureusement, on aura, j'imagine, personne en prison, on aura personne qui va payer. Non, mais à un moment ou à un autre, il y a peut-être une partie du Parlement qui va décider de refuser le 49.3. Bah écoutez, c'est les Républicains une fois de plus. Le problème, c'est que les Républicains, ils se font tenir, je vais dire par. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas envie derrière d'avoir des élections législatives puisqu'ils risquent de perdre des parlementaires, donc c'est un petit peu risqué pour eux. Mais enfin, moi, j'aimerais bien qu'ils pètent un câble. De risque, les Républicains, ils vont se retrouver comme le Parti radical avec 0. Hein. Oui, non, mais c'est ce qui arrivera. C'est ce qui arrivera inévitablement. Simplement, ils essayent juste de gagner du temps et ceux qui. Faire Bah, je pense que c'est juste une histoire d'individus. C'est-à-dire que ceux qui ont été élus, c'est peut-être pas une mentalité de parti, c'est peut-être juste une mentalité d'individu de se dire, bon, moi, j'ai été élu par miracle avec cette étiquette, j'ai encore, 4 ans et demi, même un peu moins tranquille. Et puis ensuite, peut-être, je préparerai un boulot ailleurs, dans le tertiaire ou dans la retraite. J'aurais fait 3 mandats, j'aurais une retraite. Mais si c'est ça, si vous voulez, ils trahissent. Ah oui, non, mais complètement. Ce serait pas la première fois. Ce qu'on en tire comme conclusion politique, c'est que le parti de la trahison, c'est les Républicains. Oui, parce que c'est eux qui devraient être en mesure de régler les problèmes, et c'est eux qui font en sorte qu'on ne les règle pas. Oui, et qui refusent d'arriver au moment de décision où il faudra dire peut-être à M. Macron, vous vous soumettez ou vous démettez. Oui, tout à fait. Se soumettre ou se démettre. Mais ils ont peur, sont des gens prudents, ils cherchent à ménager le bourgeois versaillais. En quoi ils ont moins de députés que le FN aujourd'hui. Et là, ils en auront 2 fois moins la fois prochaine. Oui. Donc on assiste à la mort du parti radical de Chirac. C'est ça, c'est le parti radical de Chirac. Qui a fait que des conneries, qui nous a toujours trahis, qui a été dans tous les sens. Et puis qui avait été suivi par le parti radical agité de Sarko, qui a lui aussi trahi avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, c'est assez dingue avec les Républicains, c'est que si on parle avec eux individuellement, ils ont probablement plein de bonnes idées, sauf que derrière, ils ont pas de caractère, ils ont pas de force de décision, ils ont pas de courage, c'est vraiment ce qui leur manque comme vertu politique. Et comme vous le voyez très bien, quand ils sont à Bruxelles, les gars qui ont été élus avec l'étiquette républicaine, là, ils votent tous les textes bruxellois de perte de souveraineté. Il n'y en a pas un qui n'ont pas voté. Ouais. Donc ils sont en train de pousser des cris, vous allez voir ce que vous allez voir sur la souveraineté, mais quand ils sont là-bas, ils votent tout. Donc la grande nouvelle des 30 dernières années, c'est la trahison des gaullistes. Oui, 30, voire même peut-être encore davantage, mais oui, en tout cas... C'est la trahison des gaullistes. Sur les 30 dernières années, c'est certain, oui. C'est la trahison de Juppé, de Chirac, il y en a pas de tout bon, il n'y en a pas un qui a manqué à l'appel de la trahison. Tout à fait. C'est bien. Bah écoutez, on a évoqué tous les sujets dont je voulais parler. Et donc je voudrais vous laisser avec une conclusion, c'est que l'empire du mensonge s'est écroulé et que donc ça va être dur, mais quand même, pour la première fois, je recommence à sourire. Bah écoutez, ça fait plaisir de vous voir comme ça, en tout cas, parce que c'est vrai que... Je suis content. Si je compare avec janvier 2022, vous étiez moins optimiste sur l'avenir proche. J'étais désespéré, tellement la connerie volait bas, quoi. Et on pouvait rien dire. On était, même sur cette chaîne, on avait peur que YouTube nous fasse ci, YouTube nous fasse ça. Maintenant, à mon avis, YouTube, il faut commencer à faire attention avant de fermer des gens. Avec ce qui s'est passé avec Elon Musk. Mais oui, et Elon Musk a changé une grosse partie de la donne sur tout ce qui est réseaux sociaux. Effectivement, c'est un précédent historique intéressant. Donc, je laisse notre public avec cette discussion qui se termine donc maintenant. Je renvoie comme d'habitude chacun vers nos espaces, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok même si je pense que la stratégie c'est plutôt de prendre les gens sur ces réseaux sociaux et de les remettre derrière sur la chaîne YouTube. Absolument. Mais derrière, voilà, on a plein d'extraits, par exemple, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, on a plein d'extraits de Charles disant des conneries. En disant des conneries mais divertissantes.
Donc voilà, on a plein de choses comme ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Je vous remercie pour votre attention lors de cette émission. Je précise d'ailleurs qu'elles sont disponibles sur les plateformes de podcast, notamment Deezer et Spotify. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Et bonne année encore.